Bonjour à tous ceux qui sont connectés. Bienvenue à tous les membres de la Sofracim, c'est les futurs membres de la francophonie. C'est un webinaire donc, qui concerne le débriefing difficile. On va commencer par se présenter, moi et Guillaume, et on va vous présenter aussi le programme. Mais avant cela, on tient déjà à vous remercier parce que vous êtes très nombreux à vous être connectés et à vous être inscrits à ce webinaire et avoir joué le jeu et répondu à notre questionnaire et aux pré-tests. Néanmoins, il reste encore quelques réponses à donner, des pré-tests à faire. C'est pour ça que je vous invite dès maintenant, le temps des 10 minutes là, de présentation du programme, d'aller scanner le QR code qui s'affiche à votre écran. Et vous allez là voir aussi le lien qui va être dans le chat, qui va vous être mis par Bertrand, notre technicien. Il est dans le chat. Il est dans le chat. Donc, vous allez pouvoir cliquer pour prendre le temps de répondre à ce pré-test qui est important dans le cadre du DPC notamment. Donc, merci à ceux qui ne l'ont pas fait de le faire. Donc, moi, je me présente. Donc, je m'appelle Cédric Basquin. Je suis formateur en simulation et je suis membre du comité pédagogique présidé par Antonia Bélanier qui était avec nous ce soir et qui va nous aider à gérer le chat. Bonjour Antonia. Et je suis accompagné, donc mon autre profession, autre que formateur, c'est que je suis médecin anesthésiste réanimateur. Et là, je suis actuellement en Bretagne et je vous parle de chez moi en Bretagne. Et je vais laisser mon co-animateur, co-créateur de ce webinaire, Guillaume, se présenter. Merci Cédric. Bonsoir à tous. Merci à tous d'être présents ce soir pour ce webinaire sur le débriefing difficile. Donc, je suis Guillaume Dersakian, je suis médecin urgentiste, formateur en simulation. Surtout en formation interprofessionnelle. Je dirige un centre de simulation et je suis actuellement dans le sud de la France. Donc, vous voyez, c'est un webinaire qui est quasiment national, voire international, parce qu'on a des gens qui sont connectés depuis l'étranger. Et donc, je suis très heureux d'être là avec Cédric pour animer ce webinaire. Donc, merci Guillaume. Donc, juste pour vous mettre, avant que Guillaume vous présente le programme de ce webinaire, je voulais vous faire un petit retour sur ceux qui ont pris la peine de répondre au pré-test. Et on peut voir qu'au niveau positionnement, eh bien, vous êtes 15% parmi les 350 la réponse qu'on a déjà collectée à avoir éprouvé un débriefing difficile. C'est-à-dire que lorsque vous faites des sessions de simulation, une session sur 5 en moyenne à peu près, vous rencontrez des difficultés avec le débriefing. Ensuite, le deuxième chiffre intéressant, c'est que le fait d'avoir rencontré une difficulté lorsque vous vivez ce débriefing va avoir un impact émotionnel chez plus de la moitié d'entre vous. Donc ça, c'est des données qui sont, à mon avis, assez nouvelles et assez intéressantes à analyser. Ensuite, après avoir parlé de ces idées, je vais redonner la parole à Guillaume qui va vous parler un peu de l'organisation de cette heure et demie ensemble. Merci Cédric. Donc, voilà, alors le programme, c'est 3 topos. 3 topos sur le premier, on a la chance d'avoir le professeur Denis Henriot, qui est professeur au CHU de Poitiers, formateur en simulation depuis de très nombreuses années et qui va nous parler du débriefing difficile, comment le prévenir, comment l'anticiper. Ensuite, on a la chance également d'avoir Clément Buléon qui a étudié pendant 1 an aux États-Unis à Harvard et qui va nous donner des outils aussi du formateur pour gérer un débriefing difficile. Et on a la grande chance, et je te remercie Dominique également, instructeur Air France, qui a, je pense, c'est le plus expérimenté d'entre nous ce soir, qui va nous donner la vue du débriefing difficile en aéronautique. Donc, à la fin de ces 3 présentations, vous aurez la possibilité, nous répondrons, on aura une session interactive où nous répondrons aux questions du chat qui seront collectées par Antonia et les experts tenteront d'apporter des éléments de réponse aux problématiques que vous nous avez rapportées à la fois dans l'enquête, puisqu'on a analysé les données, et puis éventuellement également les questions du chat. Voilà, donc vous pouvez poser vos questions à travers le chat tout au long du webinaire. Ce chat qui est disponible là directement sur le Zoom, vous pouvez poser vos questions et elles seront collectées directement par Antonia, je le répète,
Voilà, on essaiera de prendre les questions les plus pertinentes, bien évidemment. Et on fait ça, je salue notre président, professeur Dan Benamou, qui est également présent et donc on fait ça sous la surveillance et sous la tutelle de notre président. Voilà, donc écoutez, sans plus attendre, je vais laisser la parole au professeur Denis Oriot, qui va nous parler de ce qu'est un débriefing difficile en 15-20 minutes, hein, comment le prévenir. Donc, tu as 15-20 minutes, Denis, hein, maximum, grand maximum 20 minutes. Attention, on est très à cheval sur les horaires. Merci beaucoup. Je suis pédiatre, je travaille aux urgences pédiatriques au CHU de Poitiers et je remercie tout le comité d'organisation de la Sofracim pour m'avoir sollicité pour aborder ce sujet. J'ai trempé dans la simulation depuis de tendres années puisque j'ai fait mon fellowship à l'université McGill au Canada pendant 2 années, en 89-90. Et là, j'ai appris la simulation et j'ai eu la chance d'être formé par l'équipe de Boston en 2009 et j'y suis retourné en 2012 pour apprendre le débriefing par bon jugement. Donc, le débriefing difficile, c'est quelque chose qui n'est pas bien défini dans la littérature. Et quand on regarde ce qui est écrit dans PubMed, on ne trouve rien finalement. L'idée que j'en ai et qui est partagée avec quelques-uns, c'est que c'est une notion plutôt de déséquilibre entre la charge de travail perçue et l'effort investi pour mener un débriefing. Et mon collègue et ami Guillaume Aligné, avec qui on a écrit un bouquin il y a quelques années sur le débriefing, j'ai échangé avec lui depuis quelques semaines sur ce sujet-là et nous avons trouvé ensemble une définition que l'on souhaite vous proposer. Et donc, une perception très personnelle et circonstancielle, c'est-à-dire ici et maintenant pour le débriefeur, qui est dépendante de sa formation et de l'expérience qu'il a en débriefing, ainsi que de l'état dans lequel il se trouve, d'un déséquilibre entre la charge de travail perçue pendant le débrief et l'effort investi, tels que les actions mises en œuvre par le ou les débriefeurs pour débriefer, eh bien, ne permettent pas d'aboutir à un débriefing souhaité. Il s'agit de situations dans lesquelles les stratégies mises en place pour faciliter idéalement le débriefing ne peuvent pas être appliquées efficacement, et ça en raison de circonstances inattendues qui peuvent être liées à la performance des apprenants, à la réaction ou au comportement de ces apprenants lors de la simulation ou à l'approche facilitatrice du ou des débriefeurs. Alors maintenant, c'est vrai que un débriefing peut paraître difficile pour un débriefeur, mais pas pour un autre. Et donc, on reconnaît qu'il y a des variations interindividuelles qui sont probablement liées à la facilité avec laquelle telle personne va faire un débriefing, son expérience, la répétition des débriefings ou autre. Mais pour un débriefeur donné, eh bien, il y a des variations même au cours d'une journée et le débriefing peut paraître plus pour des apprenants lambda, eh bien, c'est sûr que la fatigue, la répétition peut amener à des difficultés. On est alors avec quelque chose qui risque de menacer la pédagogie. Et donc ça, c'est important de comprendre que le débriefing difficile, et c'est pas simplement une perception du débriefeur, c'est quelque chose qui va avoir un impact sur la pédagogie. Et de 2 façons. La première, c'est le risque d'offenser les apprenants et donc de les mettre en insécurité en créant un environnement psychologique non sécuritaire pour les apprenants. Et donc, on s'éloigne vraiment du safe container qui doit être promu lors de la simulation et ou une diversion complète, discursive, qui est totalement en dehors des objectifs pédagogiques. Donc, c'est une sortie de route de la pédagogie par simulation. Alors, si on rentre un petit peu plus dans le détail, c'est vrai que pour les apprenants, ça sera le sentiment de ne pas avoir appris, l'inutilité du débriefing, de ne pas avoir été écouté ou d'une perte de temps.
qu'on se soit focalisé sur une seule personne et donc le groupe, le reste est complètement désinvesti, avec une insatisfaction qui peut envahir tout le groupe, parfois des sentiments de propos offensants et qui peuvent amener à un genre de dégoût de la pédagogie par simulation. Donc ça, c'est quelque chose qui peut apparaître comme ça. Pour les débriefeurs, eh bien là, la difficulté, c'est de faire réaliser aux apprenants leurs écarts de performance, du fait de la difficulté de les combler, de créer une dynamique de groupe, d'avoir été amené à se focaliser sur un apprenant en particulier, d'avoir utilisé quelques phrases offensantes. Et tout ça, ça va nourrir un fort sentiment d'insatisfaction qui risque de baisser la confiance en soi, le sentiment d'efficacité personnelle lors d'un débriefing, un mécontentement, et qui peut impacter les débriefings suivants. La résultante, eh bien, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est l'inefficacité pédagogique qui est menacée avec une perte d'apprentissage, voire une offense associée. Et donc, c'est vraiment contre-productif par rapport aux objectifs initiaux de la simulation. Alors, quelles sont les causes de débriefing difficiles? Il y en a certaines qui sont circonstancielles pour lesquelles on n'a pas grand-chose à prévenir, ni à éviter parce qu'on se retrouve face à des apprenants débutants, ou alors on est soi-même débutant, encore que on peut anticiper cette difficulté en ayant un training comme co-débriefeur ou en se filmant à chaque débriefing. Mais des fois, quand on se retrouve devant un gradient inverse, que j'ai appelé un gradient inverse, finalement, débriefer son chef ou sa chef, débriefer quelqu'un qui a une grande expérience, qui est un expert dans le domaine, ça devient très difficile. Le contexte social aussi peut rendre les choses difficiles si on exporte finalement notre société occidentale avancée dans d'autres contrées. On peut avoir la place des femmes dans la société qui peut amener à des difficultés particulières, des cultures orientales ou occidentales qui amènent aussi à des difficultés, ou une société multiethnique qui va faire apparaître un certain nombre de tensions qui peuvent se révéler lors d'un débriefing. Donc, c'est quelque chose qu'il faut pouvoir connaître, essayer d'anticiper dans certains cas, mais la prévention n'est pas accessible dans ce domaine-là. Alors, premier élément où là, la prévention peut s'appliquer, c'est le briefing. Le briefing insuffisant ou inadéquat, que j'ai divisé en 3 parties. La première sur le développement de ce qu'est la simulation. Et là, il faut prêter son attention sur 3 points importants. La thématique que l'on va aborder. Est-ce que c'est une thématique avec laquelle tout le monde est d'accord? Pour ne pas réveiller des douleurs anciennes, des émotions anciennes ou une méconnaissance totale du sujet, ce qui amènerait à des difficultés par la suite au débriefing. Les règles de fonctionnement de la simulation doivent être partagées non seulement avec l'ensemble des apprenants, mais on doit obtenir leur consentement sur l'application de ces règles. Et ça, c'est un point sur lequel il faut vraiment insister. La possibilité pour des apprenants qui sont déjà un petit peu avancés, d'avoir la mort possible du simulateur et donc d'informer ces apprenants qu'il est possible qu'à l'occasion d'action ou d'inaction, eh bien, au cours de ce scénario, eh bien, le simulateur passe en arrêt cardiaque et donc avoir leur consentement aussi sur cette possibilité, ça me paraît extrêmement important et un élément de prévention finalement d'un débriefing difficile par la suite. Tout ce qui concerne le simulateur et son environnement, eh bien, les limites de ce simulateur, et donc quand je dis simulateur, c'est autant le mannequin que le patient simulé. Qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce qu'il ne fait pas, et c'est tout à fait important de poser des limites là et de les faire reverbaliser pour être sûr qu'on ait finalement un accord pour pouvoir avancer. Le contrat tacite pour suspendre le doute des apprenants est quelque chose, bien sûr, qu'il faut absolument expliciter. Et donc, devant cette situation simulée de la réalité, on attend des apprenants qui puissent faire comme si c'était un patient réel et d'avoir leur consentement pour le faire. De même, de pouvoir leur développer et de pouvoir leur exposer toutes les mesures d'appel d'aide possibles à disposition lors du scénario et de leur permettre de reverbaliser, par exemple, le numéro de téléphone, comment on utilise tel téléphone et tout ça, qu'ils ne soient pas en difficulté pour appeler à l'aide.
Enfin, le dernier point du briefing, c'est le scénario lui-même. Et là, l'expérience montre qu'il y a besoin d'avoir une reverbalisation de l'histoire par les apprenants. Le leader, souvent, est tellement concentré sur le début qu'il va oublier quelques détails. Et donc, c'est important de pouvoir tout non seulement reverbaliser, mais corriger dans ce qui n'a pas été compris. La consigne, elle doit être non ambiguë et juste et ne pas amener les apprenants sur une dérive qui pourrait être éthique, qui pourrait être médicale, pour qu'ils soient vraiment dans les clous de la pratique médicale. Et donc de pouvoir faire reverbaliser correctement cette consigne. Vous voyez qu'il y a toujours information, consentement tout au long de ce briefing. Enfin, les actions critiques, ce que j'appelle les actions critiques, c'est des actions pour lesquelles le scénario eh bien, peut évoluer dans un sens ou dans l'autre avec une aggravation possible du mannequin, du patient simulé, vers un arrêt cardiaque, et donc de les prévenir qu'il y a dans ce scénario des actions critiques et de ne pas les laisser sans avoir cette information. De bien avoir identifié le rôle de chacun des apprenants, le leader et les aides, et de leur préciser qu'on se donne le droit d'interrompre le scénario par un signal précis et qu'à ce moment-là, on attend d'eux qu'ils puissent rejoindre la salle de débriefing en silence. Voilà. Un certain nombre d'éléments qui vont être de la prévention. Donc tout ça, c'est accessible à la prévention et on doit prêter une énorme attention au briefing. Les autres éléments qui peuvent être des causes de débriefing difficiles à mes yeux, c'est vraiment le scénario. Le scénario, par sa complexité qui ne serait pas adaptée au niveau des apprenants, ce qui veut dire que quand ça se déroule et qu'on voit les difficultés des apprenants en observant ce qu'ils font, eh bien, il y a intérêt à minorer à la volée, finalement, l'évolution de ce scénario pour éviter de les mettre complètement en dehors de leur zone de sécurité, de leur zone de confort. De même, s'il y a une issue intempestive de la famille qui a été prévue dans le scénario et qu'on voit la difficulté, et là, par des facilitateurs, et là, c'est vraiment intéressant d'avoir des oreillettes pour pouvoir diminuer le verbatim, la violence verbale ou les interruptions ou les perturbations qui peuvent être induites par de telles issues intempestives pour favoriser finalement le déroulement le plus correct possible du scénario. La mort du simulateur, on en a déjà parlé. Si elle est non annoncée et qu'il y a des actions critiques qui sont non annoncées, eh bien là, il faut pouvoir arrêter le scénario, sinon on va au-devant de grosses difficultés au débriefing. Les moyens d'aide à disposition sont aussi des moyens qu'on développe au briefing, mais si les apprenants sont en totale difficulté pour trouver de l'aide, je me pose la question de la nécessité de poursuivre le scénario et le rationnel pour le poursuivre est peut-être pas évident à ce moment-là. Et puis, si on trouve qu'il y a des difficultés à résoudre finalement ce scénario, eh bien, on a tous utilisé des facilitateurs à la volée, inopinés, qui vont faire issue comme ça pour n'importe quel prétexte sur la scène de la simulation pour aider ces apprenants et essayer de les sortir de ce mauvais chemin. D'autres éléments qui relèvent directement du débriefing. De débriefing qui paraît inadéquat. Pourquoi? Eh bien parce que la phase de réaction n'a pas été suffisamment détaillée. Soit parfois même elle a été oubliée ou vraiment squeezée, ou insuffisamment explorée, ou adressée directement aux plus expérimentés de l'équipe, ce qui veut dire qu'on ne va pas avoir complètement les émotions nécessaires pour comprendre d'éventuels écarts de performance qui seraient liés à des principes de CRM qui seraient un peu malmenés pendant le déroulé de ce scénario. Le deuxième élément, donc, c'est la description. Et donc, prêter toute une attention sur le déroulé de ces phases-là dans le débriefing et de prendre son temps pour ça. La description annoncée par le débriefeur et non pas recueillie par le débriefeur, eh bien, c'est méconnaître totalement une discordance, déjà la méconnaissance du diagnostic de la situation et en plus une discordance entre les leaders et les aides et donc d'avoir le déroulé d'un débriefing par derrière qui n'est fondé sur aucune réalité. Et donc ça, c'est une grosse difficulté quand on va essayer d'investiguer des écarts de performance, voire de les combler. Troisièmement, un débriefing qui serait un petit peu léger
en feedback positif, un débriefing où les feedbacks positifs seraient trop peu nombreux ou absents. Et donc, on manquerait de renforcement positif et on arriverait sur finalement tout ce qui a été des difficultés pour aller les explorer, tous les axes de progrès, donc tous ces manques, ces écarts de performance pourraient être perçus par des apprenants un peu sensibles comme un débriefing à charge. Et donc là, il faut équilibrer les choses et il faut qu'il y ait suffisamment de feedback positif et ne perdre aucune occasion lors de ces phases-là de description et de promouvoir finalement quelles ont été les actions satisfaisantes dans votre scénario et de pouvoir renforcer ça par des feedbacks positifs. Une intervention professorale au milieu du débriefing peut avoir un intérêt, mais il faut qu'elle soit bien cadrée, bien mesurée, parce que du coup, le temps de parole du débriefeur va augmenter par rapport à celui des apprenants. On risque d'avoir un déséquilibre de temps de parole et ipso facto une diminution de la facilitation, et donc d'arriver vers quelque chose qui ne serait pas complètement la prise en compte finalement, à la fois de la sécurité émotionnelle et de l'apprentissage pour ces apprenants. Et de garder donc un rationnel avec un équilibre entre les émotions et l'apprentissage pour éviter toute émotion résiduelle, parce qu'on sait que finalement, si on n'a pas complètement ventilé ces émotions quelque part, il y aura des difficultés cognitives, des difficultés de compréhension de ce qui se passe, parce que toujours ces émotions vont revenir à la charge. Et donc là, il y a besoin d'équilibrer son débriefing comme ça. Enfin, ce qui m'apparaît comme quelque chose important, parce que plusieurs d'entre nous font des simulations avec des observateurs, eh bien sûr, les observateurs, c'est intéressant, ils peuvent apprendre autant que les acteurs lors d'une simulation, et on doit leur donner la parole, mais il faut vraiment cadrer cette parole donnée. Trop d'intervention des pairs, c'est débriefing par procuration par les pairs, et donc un risque d'offense parce qu'on a du mal à les contenir et à les contrôler. Aucune intervention par les pairs, eh bien c'est un sentiment d'inutilité des apprenants qui ont ce rôle d'observation. Et donc là, il faut vraiment balancer et contrôler l'intervention des pairs pour éviter toute offense, éviter tout sentiment d'inutilité, en sachant que les apprenants qui ont joué les scénarios sont ceux qui sont à protéger en priorité et pour lesquels doit s'appliquer cette idée du self-container. Chose qui pique un petit peu pour le débriefeur, c'est son comportement de débriefeur et la pédagogie qu'il utilise qui peuvent être également source de difficultés pour lui-même et pour les autres. Et donc ça a vraiment une énorme importance. Et depuis la découverte par l'équipe de Boston de Jenny Rudolph en tête sur le débriefing par bon jugement, on sent bien que il y a un énorme bénéfice à avoir cette approche qui est à la fois non offensante et pertinente et à développer ce genre de débriefing. Le débriefing par jugement s'oppose, mais point par point à ça, et donc va créer un climat d'offense, un climat de culpabilisation, un climat de reproche et tout ça. Et donc là, on aura d'énormes difficultés à faire passer des messages, à même mettre en évidence des écarts de performance comblés. Et puis, sans vouloir être par jugement, on peut, les uns et les autres, être pris dans le torrent de la parole et avoir des phrases assez maladroites, assez malmenées, et sans le vouloir volontairement, accuser ou reprocher, tu aurais dû faire ça, et puis d'autres phrases où on glisse sur des choses qui sont perçues comme une offense. Tu m'as habitué à mieux que ça, et le pire, dans la vraie vie, il serait mort. Donc toutes ces phrases-là sont connotées d'une puissance offensante. Les phrases avec des verbes négatifs, tu as oublié, tu as manqué, tu as omis, toute cette association de la deuxième personne plus un verbe négatif, ou des associations de deuxième personne plus des formes négatives verbales, ont un fort pouvoir d'offense. Et donc derrière l'offense, il y aura un mécanisme de défense obligatoire qui est finalement universel à l'espèce humaine, qui vise à la préservation en fait et à la sécurité de la personne, et donc il sera extrêmement difficile d'apprendre avec ces mécanismes de défense. C'est pas moi, c'est lui, ben non, c'est pas moi, c'est le matériel, c'est pas comme dans la vraie vie, c'est pas comme ceci, c'est pas comme cela. Et donc on va arriver à des grosses difficultés de mise en évidence des écarts de performance et à leur comblement.
Le comportement des apprenants lors du débriefing est aussi un élément extrêmement important à prendre en considération et qui peut amener un débriefing difficile. Là, il n'y a pas de prévention du tout. Et ça relève d'une technique de gestion adaptée à chaque type, à chaque phénotype, je devrais dire, de comportement particulier pendant le débriefing. On pourra y revenir, mais c'est Clément Buléon qui va aborder ce point-là. Et donc là, pas de prévention possible, mais des gestions apparentes à apprendre. Donc vous voyez que sur l'ensemble de ces éléments-là qui peuvent donner des débriefings difficiles, eh bien ceux qui sont accessibles à la prévention, c'est le briefing, le scénario, le débriefing et le comportement du débriefeur. Donc le comportement des apprenants n'est pas accessible à la prévention. Donc quels sont les moyens à disposition finalement pour améliorer son débriefing au cours des semaines, des mois, des années et avoir moins de débriefings difficiles? Eh bien, d'abord, se former au débriefing, bien entendu, en lisant le plus possible sur le sujet, en écoutant des présentations, des livres, les workshops, les DU, en s'informant, en étant curieux sur l'évolution du débriefing. Augmenter son exposition au débriefing. Le nombre de débriefings que l'on fait par semaine, eh bien, c'est sûr que si on fait un débriefing tous les 3 mois, ça ne sera pas comme si on en fait 10 par semaine. Et le résultat, eh bien, sera pour les apprenants. Se filmer en train de débriefer et faire son auto-feedback et utiliser ses pairs en qui on a entière confiance et qui seraient bienveillants pour nous donner leur retour sur ces vidéos. Tenir un logbook de ces débriefings sur les difficultés qu'on rencontre, les moyens qu'on a mis en œuvre, et ça, c'est vraiment important si on veut progresser là-dessus. En conclusion, eh bien, l'importance majeure du briefing, vous l'avez compris, prendre son temps, rentrer dans une pédagogie qui est bienveillante, discursive. Donc ça, c'est créer l'ambiance et prendre son temps surtout pour le briefing en connaissant bien toutes ces étapes. Adapter le scénario aux apprenants, minorer les ambitions, ne pas hésiter à intervenir pendant le scénario pour diminuer toutes les difficultés qui pourraient amener à un débriefing difficile et qui sont des éléments qu'on avait prévus mais qu'il faut absolument revoir à la baisse parce que l'apprenant va se trouver complètement en dehors de sa zone de confort. Bien connaître les étapes du débriefing et les difficultés, je dirais, associées à chacune de ces étapes pour pouvoir les anticiper et les gérer comme ça quand elles surviennent. Et avoir globalement une approche bienveillante et pertinente et promouvoir le débriefing par bon jugement est une des façons que l'on peut utiliser pour répondre à cette approche bienveillante et pertinente. Je vous remercie de votre attention. Bien, merci beaucoup, Denis, pour cet exposé qui était très clair, très pertinent. Surtout, merci d'avoir respecté le temps qui était parfait. Et je vous propose d'enchaîner. On verra après pour les questions. N'hésitez pas à les mettre dans le chat pour rebondir par rapport aux exposés. D'enchaîner avec la présentation de Clément Buléon qui va nous parler des outils du formateur pour justement gérer un débriefing difficile. Malgré toutes les mesures des préventions qu'on a vues, si la situation d'un débriefing difficile survient avec la définition que nous a donnée Denis, comment le gérer. Donc Clément, je te laisse la parole et je te remercie. On se retrouve dans 20 minutes. Très bien, merci, bonsoir à tous. C'est bon pour le son, on m'entend correctement? C'est bon pour nous. Ok, parfait. Donc, je suis Clément Buléon, je suis anesthésiste réanimateur et formateur en simulation. Je travaille à Caen et je suis au centre de simulation de Liège. Je continue ma collaboration également avec le centre de simulation de Boston. Je coordonne le groupe recherche de la Sofrasim avec grand plaisir et je suis donc ravi d'avoir été invité à intervenir dans ce webinaire axé sur le débriefing, qui est un sujet passionnant. Et donc, j'ai pour mission de faire un focus spécifique sur les outils du formateur pour gérer un débriefing difficile. Alors, si on aborde le débriefing, pour certains d'entre nous, le débriefing, puis le débriefing difficile, ça peut ressembler à ça à certains moments. Alors, on va voir ensemble comment on peut y faire face et comment le gérer en pratique. Alors, on va regarder le débriefing difficile depuis le point de vue du formateur, du débriefeur. Donc, ce sera, je dirais, soit nous, soit je. C'est nous, débriefeurs, formateurs. Donc, en effet, si le débriefing peut également être perçu comme difficile par les participants, leur levier d'action, on l'a vu avec Denis, et potentiel pour influer sur le cours du débriefing sont beaucoup plus limités comparé à ceux que nous avons, nous, débriefeurs,
Donc, c'est notre mission à nous, débriefeurs, d'assurer au maximum le bon déroulement du débriefing. Alors, encore une fois, c'est un élément qu'on a déjà abordé, mais que je souhaite renforcer. Le débriefing difficile, c'est vraiment une expérience personnelle, un vécu, et j'ai été particulièrement sensible à la définition proposée par Guillaume et Denis, et ce qui est perçu comme difficile par un formateur ne le sera pas forcément par un autre. Et tout au plus pourra même perçu comme quelque chose qui est un peu challengeant, voire intéressant. Donc, c'est vraiment cette notion d'inadéquation entre le résultat obtenu et les efforts déployés, et accompagné du sentiment d'insatisfaction du débriefeur qui va nous caractériser le débriefing difficile. Alors, côté rassurant à ça, c'est que plus vous avez d'expérience en débriefing, moins vous serez confronté à des débriefings difficiles, car vous les aurez soit prévenus, ils n'arriveront pas, et ça, Denis nous les a présentés, soit vous les aurez anticipés, s'ils surviennent, ils ne vous prendront pas tant que ça au dépourvu, et vous saurez les gérer. Ils ne vous mettront pas vraiment en grande difficulté. Donc, avec l'expérience, vous verrez les débriefings difficiles comme des challenges et des opportunités d'apprendre et de progresser encore. On voit cette courbe de Yerkes-Dodson. Donc, rappelez-vous également ce qu'on dit à nos participants en simulation. Il est également important de sortir de sa zone de confort pour progresser. Donc, c'est la même chose pour nous, débriefeurs. Voyons vraiment les débriefings comme des difficiles, comme des challenges à relever. Alors, encore une fois, on a vu que le meilleur traitement du débriefing difficile, c'est la prévention lors de la préparation. Donc, à savoir, bonne rédaction de scénario, une préparation de séance en amont, le pré-briefing, un briefing clair, une simulation bien maîtrisée. Et pourtant, malgré tous nos efforts, un débriefing difficile peut surgir. Alors, comment on va gérer concrètement un débriefing difficile? Pour ceux qui me connaissent un peu, vous vous doutez peut-être déjà un peu de la réponse que je vais vous faire. Le debriefing with good judgment, c'est un atout majeur pour la gestion d'un débriefing difficile. Et je vais vous détailler deux éléments distincts et complémentaires, l'état d'esprit du debriefing with good judgment et la molécule conversationnelle argumentée interrogée qui permet d'explorer les cadres cognitifs. Alors, ce que j'appelle la philosophie ou l'état d'esprit du debriefing with good judgment, c'est caractérisé par l'instauration d'un climat de bienveillance, de curiosité, de respect et de transparence, non seulement au cours du débriefing, mais également au long de l'ensemble de la séance. C'est cette sécurité psychologique qu'on construit tout au long de la session et qui s'appuie sur le préjugé positif que tous les participants, y compris nous, formateurs, nous sommes des adultes de bonne volonté, soucieux de faire de notre mieux et de nous améliorer. Donc, le positionnement adopté joue également un rôle très important. En tant que formateur, nous avons des connaissances sur le sujet et les participants également. Notre expertise est ce qu'elle est. Celle des participants a également de la valeur et ce sera très utile dans le débriefing. Lorsqu'il y a des recommandations, on se réfère sur ces recommandations. Lorsqu'il n'y en a pas, notre avis n'a pas plus de valeur que celui des autres et donc des participants et nous sommes ouverts à la discussion constructive. C'est cet ensemble qui crée la sécurité psychologique décrit par Jenny Rudolph comme le safe container qui, outre prévenir le débriefing difficile, va en faciliter la gestion lorsqu'il survient. Il est ainsi plus simple de rappeler les participants qui seraient vindicatifs ou énervés au sentiment positif qui nous anime tous de progresser tout en reconnaissant les difficultés rencontrées. Alors, ça veut dire qu'il va falloir gérer les contrariétés et les désaccords qui peuvent survenir entre participants envers la simulation ou envers le ou les formateurs. Il faut savoir accepter et reconnaître les émotions des participants, les laisser exprimer leurs contrariétés et leurs ressentis. Il ne faut pas prendre les critiques contre la simulation comme une critique contre nous en tant que formateurs ou concepteurs du programme. La remarque peut être en plus justifiée ou un moyen de défense face à un stress ou un sentiment d'échec. Et ça, il faut savoir le détecter. Il faut rebondir dessus et éventuellement décontextualiser pour raccrocher les participants à des limites existantes également dans la vie réelle. Rappelez-vous ainsi qu'aux participants que si la simulation n'est pas exactement le réel, cela permet de soulever des questions qui, elles, sont bien réelles et pertinentes. Il faut s'efforcer de trouver avec l'ensemble des participants les pistes d'amélioration. Si je prends l'exemple du défibrillateur du centre de simulation qui est désactivé pour des raisons de sécurité, donc c'est volontaire de notre part, et on va se retrouver avec un participant qui va être déstabilisé dans la prise en charge car il pensait ne pas avoir le matériel nécessaire pour la gestion conforme aux recommandations de l'arrêt cardiaque. Donc, il va vouloir utiliser le défibrillateur, ça ne va pas fonctionner. Il va se sentir soit frustré, soit piégé. Alors, on peut décontextualiser et amener à dire, est-ce qu'il est possible qu'un défibrillateur tombe en panne? Comment on gère cette situation? Donc, on va rebondir pour aller trouver des apprentissages qui vont servir au plus grand nombre et dans la vie de tous les jours. Alors, il faut également savoir lire nos participants
c'est-à-dire détecter quand le message est passé. Il ne faut pas nécessairement chercher à obtenir un mea culpa ou un aveu d'erreur verbalisé face aux autres participants, ce serait inutilement humiliant. Il faut savoir reconnaître quand tacitement le message est passé, le delta de performance a été identifié et le changement de pratique suivra sans nul doute par la suite. On parlait des référentiels. Lorsqu'il existe des référentiels, il faut s'y reporter pour une prise en charge ou une conduite à tenir, et il est important de les mentionner. S'il n'y a pas de référentiel et qu'on a un désaccord qui persiste après la discussion, il faut se souvenir que notre rôle en simulation, ce n'est pas de corriger les participants, surtout en formation continue, ça peut être un peu différent en formation initiale, mais de les amener à réfléchir sur leur pratique et leur efficacité. Donc, il est même possible de se mettre d'accord sur le fait que l'on n'est pas d'accord. Ça permet de passer au point suivant du débriefing. En cas de forte émotion, il est bon de s'assurer comment va le participant et s'il souhaite poursuivre le débriefing ou prendre un instant pour s'écarter temporairement du débriefing. Ça nécessite un co-débriefeur qui pourra accompagner le participant ou prendre le débriefing en main. Ce moment ne doit pas durer trop longtemps car le débriefing va continuer et il est important que le participant ne s'en sente pas exclu. On a également besoin de garder le contrôle du débriefing. Alors, pour garder notre contrôle de débriefing, il faut savoir donner un cadre dès le début du débriefing et ça signale que vous maîtrisez votre sujet. Vous savez comment vous souhaitez animer le débriefing et que vous avez une direction précise à suivre pour atteindre les objectifs pédagogiques que vous vous êtes fixés. Alors, ça passe par annoncer le temps du débriefing prévu. Et il y a une possibilité également que j'affectionne et que j'utilise régulièrement qui consiste à donner le menu ou le programme du débriefing en annonçant dès après la phase de ressenti les thèmes que j'ai sélectionnés pour le débriefing et en donnant la possibilité aux participants d'en ajouter à ce moment-là. On fait une brève négociation avec les participants sur les thèmes que nous souhaitons approfondir lors du débriefing, ce qui permet de les faire adhérer et d'être des participants actifs au débriefing. Une fois qu'on a énoncé les thèmes, c'est beaucoup plus simple pour tout le monde de s'orienter dans le débriefing et de savoir où l'on va et où on est actuellement. Si au cours du débriefing, la discussion s'écarte des thèmes annoncés et que je trouve que c'est pas forcément pertinent, il est alors plus simple pour moi de leur rappeler les thèmes qu'on avait validés ensemble et de clore l'aparté en limitant la frustration. Un autre élément de contrôle du débriefing, on revient à notre co-débriefeur. Le débriefing à deux, c'est une force et une sécurité. À plus de deux, ça apporte éventuellement un peu plus de complexité qui doit être contrebalancée par l'utilité d'être 3 ou plus débriefeurs, par exemple l'expertise des professionnels. Le co-débriefeur peut apporter une perspective qui est différente sur un sujet et même débloquer une difficulté rencontrée. Parce qu'il va avoir un temps de réflexion. Donc, débriefer à plusieurs, ça donne la possibilité de prendre du recul sur la situation du débriefing et les échanges en sortant du hot seat de celui qui anime le débriefing. Donc, garder le contrôle du débriefing, c'est également faire preuve de transparence, ce qui illustre et maintient le safe container, et c'est reconnaître que l'on peut avoir besoin de consulter ses notes ou d'échanger avec son co-débriefeur. Un débriefing, ce n'est pas une représentation chorégraphiée à l'avance, c'est une bonne dose d'improvisation et d'adaptation en suivant le fil de la discussion, plus les explorations des thèmes sélectionnés. Il faut écouter attentivement pour pouvoir intégrer ce qui est dit, tout en gardant le fil de ses idées et des thèmes débriefés. Ça représente une charge cognitive importante, et il est possible de réduire cette charge cognitive, donc de récupérer de la bande passante pour écouter et observer les participants en préparant son débriefing à 2 moments précis en amont. Premier temps, c'est lors de la rédaction du scénario des objectifs pédagogiques, puis lorsqu'on va les revoir par la suite. Le second temps, c'est un espace de 2-3 minutes entre la fin de la simulation et le début du débriefing, sur la base des observations qu'on va avoir fait, et des objectifs du scénario et éventuellement des gaps de performance. Moi, je fais une sélection que je priorise avec mon co-débriefeur, des thèmes à débriefer et on se les répartit ensemble. Chacun d'entre nous va être responsable d'un ou deux thèmes et on a une vision de l'attendu du débriefing qui est beaucoup plus claire. Donc, notre charge mentale est allégée et il est plus simple pour nous de s'aider l'un l'autre, puisqu'on sait qui va aborder quoi. J'arrive au deuxième élément du débriefing with good judgment que j'évoquais précédemment, c'est l'utilisation de la molécule conversationnelle argumentée interrogée. Alors, il est tout à fait possible d'avoir une approche de débriefing avec l'état d'esprit débriefing with good judgment sans avoir du tout recours à la molécule argumentée interrogée. Par contre, il est indispensable d'établir une sécurité psychologique qui soit efficace et d'avoir un état d'esprit de débriefing with good judgment pour pouvoir efficacement utiliser la molécule argumentée interrogée. C'est indispensable pour faire émerger les cadres cognitifs sous-jacents, les moteurs d'action des participants. Ça va nous donner accès à tous et ça va nous permettre d'explorer les mécanismes cognitifs qui ont conduit à des prises de décision. Et c'est un puissant élément qui, en explicitant les raisons et les motivations, va apaiser et rationaliser le débriefing, donc en limiter la difficulté. Donc, on a ici un double levier pour réduire et gérer la difficulté dans un même temps d'un débriefing via l'état d'esprit mis en place et la compréhension partagée des mécanismes cognitifs activés dans la situation analysée et potentiellement à l'origine de la difficulté qu'on aura rencontrée.
Alors, une boîte à outils pratique. Grant et ses collègues ont proposé dans Medical Teacher en 2018 une boîte à outils pour faire face aux débriefings difficiles. Dans cette boîte à outils, il y a des stratégies proactives pour anticiper et prévenir la survenue d'une situation de débriefing difficile et des stratégies réactives pour gérer une situation vécue comme difficile. Alors, fort heureusement, il y en a quelques-unes qui se combinent et qui en facilitent la maîtrise. Donc là, on va voir ensemble un tableau qui les résume. Vous en connaissez probablement la plupart, donc on va prendre quelques instants pour les regarder. Dans les stratégies proactives, on a vu le pré-briefing, la maîtrise de l'environnement du débriefing, un environnement calme, apaisé, sécurisé. Le langage corporel, donc à la fois en lecture, mais également en émission de messages. C'est-à-dire que ce n'est pas la même chose de regarder le plafond et d'avoir les bras croisés ou d'être attentif, bras décroisés, en regardant et en ayant une écoute active de nos participants. L'utilisation du contact visuel. Lorsqu'on écoute, le contact visuel doit être établi. Lorsque l'on parle, l'utilisation du contact visuel peut être vue comme un rapport de domination. Donc, c'est à maîtriser. Il y a des auteurs qui décrivent, il vaut mieux regarder un tout petit peu à côté ou regarder le visage, mais pas directement les yeux. Voilà. Dans les stratégies réactives, savoir respecter le silence pour laisser l'opportunité aux différents participants impliqués, soit comme observateurs, soit comme participants actifs, de prendre la parole, éventuellement mentionner ce silence. Le questionnement direct permet d'aller chercher des participants qui seraient silencieux et pour lesquels on serait curieux d'avoir leur opinion, ou à l'inverse, si on a quelqu'un d'extrêmement bavard, de nommément aller chercher quelqu'un d'autre et donc indirectement de faire comprendre à cette personne qu'il faut partager le temps de parole. Normaliser, ça va être de normaliser soit les sentiments, soit le comportement en disant ce que vous faites, la plupart des équipes le font et c'est complètement compréhensible. Ça se rapproche de valider. Ça ne veut pas dire quand on valide que l'on valide que c'est une bonne action entreprise, mais valider que l'on comprend ce qui a été fait et pourquoi ça a été fait. Donc ça se rapproche de la normalisation. Ça peut être également validé quand ça a été bien fait. Généraliser, là on part du cas précis de notre situation et on essaie d'en tirer des leçons exploitables dans d'autres situations, d'autres circonstances, la vie de tous les jours. Reformuler pour s'assurer qu'on a bien compris, utiliser d'autres mots ou labelliser avec des mots de compétences non techniques, de leadership, répartition de tâches, de manière à mettre des labels, des étiquettes sur les situations, les comportements qui, si on a eu la chance de développer des enseignements spécifiques, compétences non techniques, vont parler à tout le monde et ramener tout le monde sur un référentiel commun. Élargir, là, à la différence de généraliser, qui est le fait d'amener sur des contextes plus larges, élargir, ça va être dans notre débriefing, aller chercher les autres membres du groupe pour leur faire partager leur point de vue à eux et avoir une co-construction, un brainstorming au groupe le plus élargi. Annoncer le topic, donc c'est le previewing des anglo-saxons qui est lorsqu'on sent que c'est un petit peu confus ou que c'est pas forcément, c'est très spécifique ce qu'on veut aborder, de bien décrire et nommer ce que l'on souhaite discuter de manière à clarifier la situation et faire le coup de projecteur sur le sujet qu'on souhaite aborder dans le débriefing. Enfin, nommer la dynamique, qu'elle soit bonne ou mauvaise, que ce soit une tension, on peut être amené en la verbalisant à clarifier les choses, à ce que ce soit transparent. Donc, l'ensemble de ces éléments dans la seconde partie de l'article de Grant est combiné en outils. Et donc, voilà, je ne vais pas vous les détailler, mais ce sont des stratégies, donc plus de mon point de vue, qui sont à comprendre comme des concepts que l'on s'approprie plutôt que comme des recettes de cuisine à adopter. En effet, dans le feu de l'action du débriefing, si en plus celui-ci s'avère difficile, avoir les ressources internes pour chercher dans sa mémoire quel enchaînement faire, ce serait une sacrée gageure. Néanmoins, ça permet de comprendre un petit peu comment les différents mouvements peuvent s'articuler et spontanément, après, on va se les approprier. Le débriefing de débriefing, comme l'a évoqué Denis, soit par un expert, soit par ses pairs ou en auto-débriefing, ça permet de progresser dans nos débriefings et de mieux maîtriser les situations de débriefing difficiles, donc de les prévenir, les anticiper ou mieux les gérer lorsqu'elles se présentent. Donc là, ce que je vous montre, c'est le Dash qui permet d'améliorer la qualité de nos débriefings en travaillant de façon ciblée dessus. Donc, on a cet exemple du Dash qui peut être une grille d'analyse du débriefing sous 3 angles de vue, celui du débriefeur, celui d'un co-débriefeur ou celui des participants. Et donc, ça va nous permettre de structurer le feedback ou l'auto-débriefing et de cibler ce sur quoi on veut retravailler pour améliorer notre débriefing. Donc, l'amélioration du débriefing par le débriefing de débriefing. Donc, pour conclure, la gestion d'un débriefing difficile, c'est facilité par la mise en place et le maintien d'un climat de sécurité psychologique pour tous, participants comme formateurs. L'approche du débriefing with good judgment, de par sa nature, aide à la prévention et à la gestion d'un débriefing difficile.
Et la gestion d'un débriefing difficile, elle peut être à la fois proactive et réactive. Enfin, c'est extrêmement important le positionnement que l'on adopte, qui doit être transparent, curieux, bienveillant, respectueux, humble et à l'écoute pour favoriser les discussions et les échanges d'idées qui vont enrichir le débriefing. Et donc, juste pour finir sur cette image-là, je pense que maintenant vous êtes plus à même, on a fait des actions que vous pouvez mettre en place pour éviter ou gérer un débriefing difficile. On a vu ensemble comment progresser sur cette montagne du débriefing et vous noterez que c'est quelque chose qui se fait en équipe et en cordée, ça veut dire en sécurité. Et enfin, comme souvent, c'est difficile de dire à l'avance quand nous serons arrivés. Donc, pour ceux qui sont curieux du débriefing with good judgment, il doit rester quelques places dans 2 semaines pour une formation Sofrasim CMS en ligne. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup, Clément. Merci pour cette présentation très pratique avec des outils très, très pédagogiques et qu'on s'empressera d'utiliser en cas de débriefing difficile. En tout cas, merci, c'était très clair. Donc, je vous propose maintenant, alors juste une petite remarque, n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat sur la partie discussion. Voilà, vous pouvez poser des questions aux différents experts sur les choses que vous ne comprenez pas, et puis on fera une petite sélection sur la dernière partie de notre séminaire. Donc, encore une fois, merci Clément. Je vous propose maintenant d'avoir une vision de l'aéronautique sur le débriefing difficile avec Dominique Harix, instructeur France. Dominique, c'est à toi la parole. Tu as 15 minutes pardon, pour faire ta présentation. À toi de jouer. Merci bien Guillaume. Je vais me connecter sur ma présentation. Donc, dans partage écran. Ouais, je vois. Il faut que j'ouvre d'abord mon écran. Ma présentation, elle est là. 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 Excusez-moi. Ça a marché tout à l'heure. Sinon, je te partage, mais si tu peux prends, le faire, ouais, ça fait rien. Prends-le. Si tu peux le faire, c'est mieux, mais Afficher toutes les fenêtres. Merde. Partager l'ensemble de l'écran, ce sera plus simple que la fenêtre. Ah, c'est bon, c'est bon. C'est bon? Ouais. Est-ce que vous avez? Ça arrive. Ouais, voilà. c'est bon, parfait. Juste mettre en plein écran. Voilà, c'est bon. Ok, bonjour à tous, à toutes. Merci pour cette présentation et pour mon invitation à présenter ce qu'est une approche du débriefing difficile aéronautique. Alors, bien sûr, tout de suite, je vais présenter le fait que il y a des différences importantes. Je vais vous présenter les différences entre l'aérien et la santé. Il y a des différences, mais il y a des points communs, bien sûr, qui sont liés et qui ont été bien présentés par Denis et par Clément. Je vais vous présenter des situations difficiles qui sont perçues comme étant difficiles, mais on réagit, on y répond un petit peu différemment. Tout simplement parce qu'il y a des grosses différences entre l'aérien et la santé. Et ensuite, la notion de débriefing difficile pour l'organisation. Je précise que je suis donc pilote de ligne, maintenant retraité, instructeur. J'ai été responsable du niveau professionnel du 747 à Air France et donc j'ai été amené aussi à débriefer des situations particulières, débriefer des formateurs ou des contrôleurs. Je vais vous présenter ça. Et puis l'extension à la notion de débriefing en activité normale, parce que grâce à la simulation, on a partager des situations d'activité normale, de vols normaux. Après chaque vol, on fait un débriefing. Voilà, avant la conclusion. Les différences entre l'aérien, la situation et la santé. D'abord, il y a le fait de l'outil simulateur. L'outil simulateur est incontesté par les formateurs, par les contrôleurs,
et puis par les apprenants. Lorsqu'on rentre dans un simulateur avion, on s'imagine vraiment dans l'avion, à tel point que moi, il m'est arrivé en avion, contrôler un équipage en arrivée à New York, et regarder le panneau instructeur sur la gauche, et qu'il était inexistant, parce que tout simplement, je me rendais compte que je faisais beaucoup trop de simulateurs. J'ai 5000 heures de simulateurs parce que c'est comptabilisé pour chacun. La grosse différence également, c'est alors au niveau de la simulation, les simulateurs sont contrôlés, validés par l'autorité. Il y a quand on a un petit problème simulateur, on téléphone et tout de suite il y a la maintenance simulation qui arrive. Et en fait, ça marche très bien, c'est incontesté et il y a très peu de pannes au niveau de la simulation et donc ça se passe bien. S'il y avait une panne particulière, il y a une liste minimum equipment list pédagogique, une liste minimum pédagogique qui permet pour chaque situation particulière de se poser la question, est-ce que on peut faire cet exercice en instruction ou en contrôle avec cette minimum equipment list pédagogique qui est déposée et validée par l'autorité. Grosse différence également, c'est que les simulations, les débriefings se font avec un formateur ou un contrôleur et 2 pilotes simplement. Et 2 pilotes qui ont la même formation. Donc c'est complètement différent et qui ont le même statut, le même métier. Il y a un commandant de bord et un pilote, certes. L'organisation CRM est différente et particulière, bien sûr, mais c'est beaucoup plus facile que face à une équipe que l'on voit en simulation dans la santé. Ensuite, il y a une particularité, c'est qu'ils ne se connaissent pas du tout. Alors bien sûr, dans la santé, ça peut arriver aussi. In situ, en général, et c'est très intéressant, ils se connaissent. Les pilotes ne se connaissent pas forcément. Et le formateur ne les connaît pas forcément. Donc à partir de là, il faut faire attention aux biais qu'il peut y avoir, mais le mieux, c'est effectivement, pour nous, c'est d'avoir affaire à des pilotes qu'on ne connaît pas et qui ne se connaissent pas. Les séances, elles durent, de simulation, elles durent 3h30. Elles sont précédées de 1 heure en briefing, 1 heure de briefing, et non pas, ça consiste pas seulement à briefer sur l'utilisation de la simulation, du simulateur, bien sûr, puisque le simulateur ressemble complètement à un avion, mais d'introduire la séance sans dévoiler l'exercice de la séance et d'introduire pour mettre les apprenants dans le contexte de la simulation et pour les rendre, comment dire, en position de pouvoir apprendre ou être contrôlés. Le simu sert aussi donc à former ou à évaluer. On fait les deux. Il y a l'instructeur qui peut être contrôleur et en fait c'est pas du tout le même style d'exercice et ça procure des différences certes, mais comment dire, les pilotes sont tellement habitués. On est contrôlé 4 fois par an au simulateur, 2 fois en simulation. Pardon, on est contrôlé 2 fois en simulation par an. On est instruit 2 fois par an et on est contrôlé 1 fois en vol par an. Donc on est tellement habitué à être contrôlé et à être instruit que finalement on l'attend pour savoir ce qu'ils verront de ce que je vais présenter moi en tant que formé et apprenant. L'instructeur est contrôleur et peut être contrôleur également. Et en fait, ça lui procure une responsabilité importante. Il a une double casquette. Il a la casquette quand il est contrôleur compagnie. Même quand il est formateur avec une casquette compagnie à laquelle il appartient, et une casquette qui est autorité. L'autorité qui délivre la prorogation de la licence, la validation de la licence, la validation de la formation et de la formation sur un avion nouveau, par exemple. Donc il a 2 casquettes différentes et ça donne comment dire, un positionnement par rapport aux apprenants complètement différent. Et quelque chose d'important aussi, que l'instructeur ou le contrôleur, il est évalué aussi, ils sont évalués. Moi, je peux instruire Robert et Robert peut me contrôler le lendemain, tout simplement. Donc ça amène un comportement complètement différent, ça donne beaucoup plus d'humilité par rapport à la situation que l'on observe. Et puis les mots sont importants, les mots qui ont été dits par Denis et Clément sont très importants.
une position d'humilité par rapport au contrôleur parce que on peut tous faire une erreur. Ce qui est très important, c'est la façon dont l'erreur est gérée et rattrapée. Et donc, il y a beaucoup de partage. Dans le débriefing, il y a beaucoup de partage entre deux personnes qui ont les mêmes compétences, sauf qu'il y en a un qui est bien sûr instructeur et contrôleur. Il est contrôlé en tant qu'instructeur, il est contrôlé en tant que contrôleur, il est formé et validé. Mais moi qui ai fait du contrôle d'instructeur et du contrôle de contrôleur, je suis aussi formé et contrôlé. Différence également, c'est qu'on fait un débriefing collectif, comme on fait dans la santé, un débriefing collectif et aussi un débriefing individuel. Chacun ressort avec ses axes individuels, ses axes de progrès individuels. Lorsqu'il y a un problème de simulateur, si ça arrive, lorsqu'il y a une insuffisance constatée, eh bien on traite l'insuffisance, on reprogramme une instruction et on reprogramme un contrôle ensuite. Alors, c'est des grosses différences que j'ai vues entre la santé et l'aérien, mais qui viennent surtout du fait que dans l'aérien, on contrôle aussi, on est contrôlé et on l'accepte. Les situations qui peuvent amener à des débriefings difficiles sont le stress, le manque de confiance, ça a déjà été dit, le désaccord, l'apprenant qui n'est pas d'accord avec ce qu'il entend, le refus, le déni, donc c'est des échelles un peu différentes, la notion d'insuffisance et d'échec, d'inaptitude, comme on l'a dit, le conflit qui peut arriver, le conflit en séance ou le conflit en débriefing, et ça arrive, et donc c'est intéressant à le gérer, ça peut poser des petites difficultés, mais comme il a été dit, eh bien, plus on en fait et plus on arrive à répondre à ces situations-là. Les jugements a priori, je dis ça parce qu'en tant que responsable niveau professionnel, j'ai vu ces situations-là où l'instructeur déjà démarrait une séance avec des a priori. Donc c'est très difficile ça à gérer ensuite. Le débriefing constaté ou jugé insuffisant par les apprenants, ça fait drôle, mais c'est drôle d'entendre ça, mais ça m'est arrivé d'entendre, de recevoir des apprenants qui disaient je me sentais inapte et je trouve que le débriefing qui m'a été fait était insuffisant. Et ensuite, le débriefing particulier, c'est constater une très bonne séance. Donc c'est pas simple non plus à débriefer. Au niveau du stress et du manque de confiance, eh bien, il faut savoir donc, comme je disais, que chaque pilote, 4 séances de 3h30 par an, 2 instructions et 2 contrôles, contrôle en vol annuel, et depuis toute sa carrière, pendant toute sa carrière, il est comme ça. À partir de là, certes, il y a un peu de stress qui peut arriver, parce que c'est, comme je disais, une remise en cause, mais ils arrivent assez confiants par rapport à ce qui va se produire. On constate qu'il y en a qui révisent avant les séances, et d'autres pas, par volonté. Alors c'est intéressant. Si on arrive à le savoir, c'est intéressant parce qu'il y en a qui disent la panne moteur, ça peut m'arriver demain en vol. Donc je viens au simulateur sans réviser la panne moteur. Bon, il faut savoir que les pannes moteurs, c'est comme vous, les arrêts cardiaques, ça, on le fait ça à chaque séance, bien, même si dans l'avion, on a plus de chances d'avoir un arrêt cardiaque qu'un arrêt moteur. Et en fait, c'est intéressant parce qu'il y en a qui disent, mais non, moi je veux être mesuré tel que je suis vraiment. Et d'autres, un peu plus stressés, eh bien, ils révisent avant. C'est une remise en cause de la notion d'instruction, même la notion d'instruction, et la notion de contrôle aussi, parce qu'on valide ou pas, on découvre des insuffisances ou pas, et les pilotes l'acceptent. Alors le mieux, c'est bien sûr, d'abord, c'est lié au fait que chacun l'accepte parce que c'est costaud d'aller au simu, c'est très important pour tout le monde, et on l'accepte tous. Et puis ensuite, parce qu'il y a une honnêteté intellectuelle générale qui est validée, qui est mesurée, et qui fait qu'on accepte le verdict, entre guillemets, ou le débriefing fait par le formateur ou le contrôleur. Il te reste 5 minutes, Dominique, hein, si je puis me Merci, permettre. merci. Le désaccord, le refus, le déni, ça on l'entend aussi, on le voit, il laisse parler, on s'en fout. Ça n'arrive presque jamais pour les mêmes raisons, c'est-à-dire que ça aboutirait à un constat d'inaptitude, celui qui n'accepte pas le contrôleur, le verdict du contrôleur ou de l'instructeur, qui est sélectionné lui-même, formé et contrôlé.
il est payé d'ailleurs pour cette mission, ils sont payés plus que les pilotes. Donc il y a quelque chose il y a un gradient qui se fait d'un point de vue connaissance et d'un point de vue formation. Ils sont aussi aidés par, ils ont des guides de notation pour chaque compétence, donc ça participe à l'acceptation. Et puis ils ont double casquette. Parfois en amont d'une séance de simu, on sait que, en tant que niveau professionnel, on sait qu'on a affaire à des apprenants particuliers et on peut être amené à positionner des formateurs plus chevronnés qui ont des expériences particulières ou des personnalités particulières pour rendre la séance positive, intéressante. Ensuite, l'insuffisance ou l'échec, c'est pas simple de prononcer une aptitude. C'est difficile et ça je l'ai entendu. Alors il faut en séance se dire et puis confirmer. Et parfois on va chercher des situations particulières en utilisant l'autre pilote comme facilitateur pour bien démontrer et pouvoir avoir des billes pour pouvoir lui montrer qu'il y a quelque chose qui ne convient pas, qui est insuffisant, ou même parfois, et c'est rare, mais parfois, on prononce une aptitude. On ne dramatise pas. Et lorsqu'on demande aux apprenants qu'est-ce que tu en penses, s'ils disent c'était pas terrible, ou bien j'aurais dû faire comme ça, là ça devient très facile comme débriefing, très facile. Et il faut l'amener, et on l'amène à dire, après cette séance-là, merci d'avoir vu, parce que c'est très important, merci d'avoir vu, parce que c'est quand même terrible de terminer sa carrière sur un accident. Donc il faut positiver tout ça. Et la notation devient cohérente par rapport à ce qui était observé. Les pressions sur le formateur, il y en a. Clément en a parlé, des évaluations d'un chef, d'un copain, de recommandations d'un copain, etc. Et là, c'est un peu plus compliqué pour le débriefeur, c'est un peu plus compliqué aussi pour observer la séance. La réponse, c'est responsabilité. Il est responsable d'une validation ou d'une prononciation d'une aptitude. Lorsque la séance est très bonne, eh bien, c'est peut-être pas facile non plus, parce que qu'est-ce qu'on va dire? Il y a toujours des choses à dire, toujours, et puis il faut capitaliser. Il faut que les deux autres capitalisent. Parfois, c'est très bon pour l'un, pas forcément pour l'autre. Il faut que les deux en profitent. Et ça a du sens d'expliquer pourquoi c'est bien. Lorsqu'il y a un conflit, ça paraît difficile je vois dans la santé, c'est difficile lorsqu'il y a des conflits. Eh bien, pour moi, enfin pour nous, c'est une chance. Le conflit, c'est une chance et il faut le travailler parce que ça arrive en situation réelle. C'est même arrivé et c'est même déjà arrivé. Et c'est un outil très utile pour dire il faut qu'on le travaille. S'il y a un conflit en séance, eh bien on note tout ce qu'on entend parce que ça va aider au débriefing. Et si on est un conflit dans une situation de conflit entre les deux pilotes, par exemple, eh bien, ça doit être travaillé, démasqué. C'est un petit peu ce que Clément disait. On voit qu'on n'est pas d'accord, on voit que vous n'êtes pas d'accord, mais il faut le travailler parce qu'il faut surtout l'éviter ça en vol. Des situations particulières, un débriefing jugé insuffisant, j'en ai parlé. Je suis surpris, je m'attendais à être inapte, et puis la colère du formateur, le pétage de plomb du formateur, un formateur qui, parce qu'une touche du clavier était cassée, eh bien, a cassé le clavier. Donc ça, c'est compliqué. Comment ils peuvent être par rapport aux apprenants, c'est arrivé aussi. Et puis, deux pilotes évalués de façon très différente, c'est pas simple non plus, ça. C'est pas simple pour le formateur. Dans l'évaluation, il y a aussi des biais, c'est-à-dire qu'on arrive avec un préjugement ou bien même un jugement historique. Ah, je comprends, tu as été formé par les ex-cités, les ex-air inter, parce qu'après la fusion, ça n'a pas été simple. Et donc, il y a eu un petit peu d'un règlement de compte, et ça, c'est pas simple, notamment pour le niveau professionnel. Mais lorsqu'on le sait, lorsqu'on est au courant, on le gère et on débriefe par rapport au formateur. La bienveillance en service, mais ça, vous le savez, le résultat, quand c'est un contrôle, ça qui est intéressant, c'est d'abord on le donne le résultat du contrôle et ensuite on les met à l'aise pour entendre le débriefing qui a été dit, comment faire un débriefing. Surtout donner la parole et laisser faire le débriefing. Le bon débriefing, c'est bien celui qui se font eux-mêmes. Et ensuite le débriefing en vol, on fait un débriefing après chaque vol. Le frein de parc serré, on débriefe et on commence par ce qui était positif. Mais surtout débriefer, c'est entendre l'autre qui dit ouais, c'était bien, mais j'ai trouvé que ton approche était un peu rapide. Et il faut l'entendre et on en parle. Et sur Moyen Courrier, avec 4 étapes, il y a 4 débriefings à chaque fois, à chaque vol. Voilà, parce que si on ne débriefe pas, c'est terrible les conséquences. On stress persiste. Après chaque vol, en activité normale, on se méfie de l'autre. On ne pense qu'à ça. Les doutes ne sont pas levés.
on ne signale pas, il n'y a pas de retour d'expérience qui peut en profiter, et puis ça peut se reproduire. Ça, c'est des petits fiches réflexes qui sont distribuées à chaque pilote pour qu'après chaque vol, on se fait un débriefing, d'abord sur le plan CRM, et ensuite sur le plan gestion des ressources et des menaces. Est-ce qu'on a été bon? Est-ce qu'on commence par ce qui a bien marché, et ensuite on termine, et peut-être on aboutit avec des PR, c'est-à-dire des Pilot Reports, c'est des fiches de retour d'expérience. Voilà, et en conclusion, eh bien, on adopte la culture, en conclusion de ça, de passage au débriefing systématique, il faut arriver à ce que la culture du besoin permanent du débriefing pour tout le monde, il faut arriver à ça. Accepter leur mise en cause. Un débriefing qui est difficile, c'est en fait un débriefing qui est important et nécessaire, indispensable même. Et on fait un débriefing après chaque activité normale. Voilà ce que je voulais dire. Désolé pour le timing si j'ai dépassé un peu. Non, c'est super. Merci infiniment, Dominique. C'était une très, très belle présentation. Tu n'étais pas en vol, là, rassure-moi. Non, je pourrais l'être, mais ne l'étais pas, tu as raison. Oui, il m'est arrivé, effectivement, de pouvoir faire ça de l'avion. Non, je suis à Lille. Bon, alors merci beaucoup. Alors, donc on va commencer la session un peu interactive. Là, on va répondre aux questions du chat et puis également aux questions et aux différents éléments qu'on a vus à travers l'analyse du pré-test, de l'enquête qu'on a envoyée et pour lequel on a eu plus de 250, voire 300, jusqu'à 300 réponses. Donc, merci encore d'y avoir répondu. Donc, je vais poser une première question peut-être à Denis. Est-ce que tu es là, Denis? Est-ce que tu es connecté? Oui, je suis connecté. Ok. Alors, Denis, une première question qui est revenue dans le chat. Certains d'entre nous se posent la question, comment arrêter un scénario de façon imprévue? Est-ce que, on est en session de simulation, le scénario est en train de se dérouler et comment est-ce qu'on peut interrompre en tant que formateur, quel est ton avis sur cet élément? Donc, c'est bien comment, c'est pas Oui, dans quelles circonstances l'arrêter, comment. Alors, comment l'arrêter? Je pense qu'il faut avoir une façon non traumatique de l'arrêter. Donc, c'est-à-dire qu'il faut essayer de voir les actions entreprises par les apprenants pour que l'arrêt ne puisse pas amener à une frustration des apprenants. Et donc, les apprenants sont vraiment lancés dans des actions et donc ces actions-là, il faut qu'elles puissent se dérouler jusqu'à leur fin. Imaginez qu'il y ait un apprenant qui soit en train de réaliser une intubation, eh bien, il n'est pas raisonnable d'arrêter juste au début de ce geste-là, mais plutôt d'attendre que l'intubation soit réalisée et que le patient simulé, le mannequin, soit stabilisé pour pouvoir arrêter. Sinon, on génère une énorme frustration. Alors, ça veut dire qu'on doit pouvoir continuer un petit peu le scénario au-delà pour pouvoir revenir après en disant, peut-être même si l'intubation n'est pas nécessaire, elle a été réalisée, mais au moins on n'a pas eu de frustration lors de l'arrêt. Je ne sais pas si je réponds exactement à la question, mais je réponds comment, hein, si, non, tout à fait. C'est-à-dire qu'on laisse quand même l'action se poursuivre et éventuellement on interrompt après l'action pour ne pas frustrer les apprenants, hein, si j'ai bien compris. Denis? Et Ouais. oui, Ouais. si cette action est délétère, eh bien là, on ne doit pas laisser cette action se dérouler. Et donc là, il y a une exigence médicale, éthique à interrompre pendant cette action. Et donc, la façon de faire qu'on avait partagé avec Guillaume Aligné, c'est finalement d'avoir un retour immédiat sur les apprenants, juste au moment du début du débriefing, avant même finalement
je dirais, l'introduction du débriefing et les réactions et tout ça, de dire on s'est autorisé le droit d'arrêter et d'expliquer aux apprenants qu'on s'est autorisé le droit d'arrêter parce que les actions menées n'aboutissaient pas au déroulé attendu du scénario. Et donc, on a dépassé un petit peu ce que l'on pensait, mais de façon inopinée, on est intervenu pour arrêter les scénarios, pour éviter aussi de les exposer à une situation encore plus difficile pour eux et à débriefer pour nous. Et donc là, ce qui paraît important, quand on voit des actions délétères, on se doit de les arrêter, mais on les arrête en prévenant immédiatement les apprenants de la raison qui nous a amenés à les arrêter. Voilà. Donc, merci, c'est très clair. Effectivement, ça permettra, en tout cas, c'est un moyen d'anticiper derrière un débriefing difficile, mais le travail sur le scénario est également important. Juste 2 questions aussi, 2 remarques qui sont revenues là dans l'enquête qu'on a faite avec Cédric. C'était voilà, l'apprenant, surtout un problème au niveau de l'apprenant, une opposition à reconnaître ses erreurs avec un désengagement de l'apprenant, parfois même l'apprenant qui ne participe pas au débriefing, qu'il faut aller chercher, et puis de temps en temps, des apprenants également qui refusent de se remettre en question. Donc, quelles peuvent être, Denis, l'approche du formateur sur un apprenant qui ne parle pas, qui ne voilà, se désengage, et puis à la fois qui parfois même refuse de se remettre en question? Alors d'abord 2 remarques. Je pense que toutes ces situations-là, toutes ces caractéristiques phénotypiques des apprenants peuvent émerger du fait des débriefeurs. Et donc, le comportement des débriefeurs a une importance considérable lors du débriefing et Clément l'a dit, mais on peut, susciter ce genre de difficultés de la part des apprenants et donc, c'est extrêmement important et toute la philosophie qui est autour du débriefing par bon jugement vise à apaiser toutes les tensions et toutes les susceptibilités, qui pourraient faire, émerger ces comportements difficiles. Donc la 1re chose, c'est finalement d'adopter un comportement qui soit vraiment bienveillant, apaisant, à l'écoute, avec une communication verbale, non verbale, le ton de la voix, un respect, une transparence, une honnêteté, une humilité. Donc tout ce qu'a dit, Clément sur ce registre-là est absolument fondamental pour, je dirais, amenuiser l'occurrence de ces comportements qui pourraient être difficiles à débriefer et en même temps faciliter leur débriefing quand ils arrivent. Dans toutes ces situations-là, je pense qu'il faut reconnaître la situation difficile en premier et puis valider, normaliser, demander pourquoi, pouvoir l'attribuer à quelque chose. Parce que quand on voit un apprenant silencieux, un peu mutique, est-ce que c'est de la timidité? Est-ce que c'est de la frustration? Est-ce que c'est de la vexation? Essayer d'investiguer quelque chose comme ça. Utiliser la dynamique de groupe, ça me paraît vraiment important et puis éventuellement des ressources, extérieures. Pouvoir pondérer des controverses. Après, si on arrive dans des zones où il y a, des oppositions, il faut absolument éviter de se mettre en opposition. Il faut arriver à sortir d'une situation où le conflit apparaîtrait, par, je dirais, l'utilisation de différentes, ressources. Donc ça peut être par les pairs, qui sont les pairs des apprenants pour réorienter. Ça peut être la dynamique de groupe, pour comprendre la pratique, et qu'elle n'est pas optimale. Par exemple, sur, une opposition à entendre ses erreurs, les axes d'amélioration comme tu disais. Et ça peut être aussi, d'avoir recours, je dirais, dans les cas les plus difficiles, à l'autorité que peut représenter des protocoles, des articles, qui font état de données scientifiques incontestables, des recommandations sur le sujet et tout ça. Mais ça, c'est vraiment, je dirais, devant un apprenant qui, n'accepte pas, de reconnaître qu'il y a un écart de performance. Si on a l'usage de la vidéo, c'est aussi une façon, assez élégante d'entendre les explications données, mais d'augmenter la véracité des faits en demandant si l'on peut visionner la vidéo pour avoir, finalement un retour de cet apprenant un peu rétif sur ce qui s'est réellement passé. Et Merci, puis merci. Ouais.
dans les zones, dans les débriefings vraiment extrêmement difficiles, ça m'est arrivé quelques fois, c'est d'admettre in fine qu'il peut y avoir une zone grise et qui est une zone où le débriefeur est absolument insatisfait, les apprenants aussi, quoi, l'apprenant récalcitrant aussi, mais de finir le débriefing malgré tout avec ce compromis. Ça marche. Merci Denis, merci beaucoup, tu es très clair. J'en profite juste pour dire qu'on aura, je vais passer la parole à Cédric, mais on aura accès au replay du webinaire. Donc voilà, je vois qu'il y a des questions où on veut reprendre certains termes. Ça sera peut-être aux personnes d'aller voir directement sur le replay pour écouter les questions et les présentations. Cédric, à toi de jouer. Merci Guillaume. Alors, quelques questions maintenant pour Clément. Une première question donc, issue du chat. Donc, c'est une question que vous nous avez posée et que donc je repose. Clément, on a beaucoup parlé de problématiques avec la gestion des émotions par rapport aux participants. Et donc, quelqu'un nous demande comment peut-on gérer une décharge émotionnelle d'un apprenant suite à un sentiment de culpabilité par rapport à l'échec de son équipe dans la gestion d'une situation critique. On est bien là sur des émotions exprimées lors de la phase de débriefing par un apprenant par rapport à une situation d'échec. Ça, c'est la question issue du chat. Alors, déjà, on peut, même si ce n'est pas évident, se féliciter ou se satisfaire de l'expression des émotions, qui est une première chose, qui est un premier élément. Valider et normaliser l'expression de ces émotions en disant que, merci de partager ces émotions. Ce n'est pas évident toujours de dire ce qu'on ressent. Deuxièmement, de dire que ressentir ces émotions dans cette situation-là, c'est compréhensible et qu'on peut l'avoir observé dans d'autres situations. Donc, encore une fois, on va faire baisser la pression. En tant que formateur, c'est un élément qu'il faut voir de façon positive parce que ça veut dire qu'il y a une prise de conscience du gap de performance et qu'il va y avoir une volonté de combler ce gap de performance. Donc, ce n'est pas évident à gérer, mais ce n'est pas la difficulté qui était décrite et dont Denis discutait auparavant avec quelqu'un qui va être dans le refus de la communication. Là, on a une communication qui s'établit. Donc, c'est encore une fois à nous d'aller vers le participant. Il y a toujours, ça me faisait penser sur ce que disait Denis, sur la lecture de nos participants. C'est-à-dire quand il est complètement borné, en fait, est-ce qu'il est borné ou est-ce que le message est passé, il ne veut juste pas l'admettre pour perdre la face par rapport aux autres. Ben là, c'est de la même manière, quand on lit les émotions, est-ce que c'est le moment d'aller jusqu'au bout de ça devant tout le monde ou est-ce que, OK, on va y revenir après et on continue. Et d'ailleurs, la charge émotionnelle, est-ce qu'elle est d'ailleurs adaptée à la situation vécue ou est-ce que ça a réactivé quelque chose, un vécu par rapport à un patient, par rapport à une autre situation de simulation et on se retrouve avec une simulation un petit peu thérapeutique presque et qu'on n'avait pas anticipé et ça m'est déjà arrivé plusieurs fois et effectivement, ça déstabilise un petit peu parce qu'on se retrouve avec un vécu émotionnel qui est vraiment en décalage par rapport à ce à quoi on s'attendait. Donc, il faut l'accepter, il faut le verbaliser, il faut rester transparent par rapport aux participants et aux sentiments qu'on en a, dire que c'est une piste pour s'améliorer et ensemble construire avec le participant et avec le groupe. Et là, c'est le broadening dont on parlait, l'élaboration, c'est comment on fait. Et surtout, et ce qui est intéressant, c'est que la personne, elle est forcément intelligente. Elle voulait bien faire. Donc, il s'est passé quelque chose qui l'a emmené sur cette pente glissante. Et il faut l'analyser parce que moi, dans les mêmes circonstances, j'aurais pris peut-être la même pente glissante ou la pente glissante à côté. Et peut-être que les autres copains aussi vont prendre les pentes glissantes. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'est-ce qui a amené à se prendre les pieds dans le tapis. Est-ce que c'est un manque de communication au sein de l'équipe? Est-ce que c'est des éléments, une surcharge cognitive? Est-ce que c'est l'absence d'utilisation d'aide cognitive? Est-ce que voilà, il y a plein de bonnes raisons. Et donc là, vous me voyez venir, on vient à la molécule conversationnelle et à l'exploration des cadres cognitifs. Et là, on va arriver à les soulager, nos participants avec ça. Parce que quand on fait ces explorations de cadres cognitifs, ce n'est pas toujours des choses conscientes qui ressortent. Et c'est en aidant les gens à les verbaliser, à les explorer et à éventuellement revisualiser la vidéo, comme le disait Denis, on va comprendre ce qui s'est passé, on va décortiquer. C'est l'intérêt du temps de débriefing. Et on va dire aux personnes, mais écoute, là, dans la façon dont ça s'est déroulé, c'était vraiment compliqué de faire autrement. Et voilà. Et c'est en amont qu'il y avait des petites choses qui se sont construites qui, au fur et à mesure, ont abouti à ça. Et donc, comment une prochaine fois, on ne se retrouve pas dans cette même situation pour quelque chose qui est exactement similaire ou pour des situations approchantes. Et donc là, on va arriver sur notre généralisation, décontextualisation. OK. Maintenant, une question qui est revenue souvent dans l'enquête qu'on a envoyée à nos
nos plus de 500 participants, c'est les problématiques liées aux relations interprofessionnelles qui sont là en amont de la simulation et que ce conflit conflit du pluriprofessionnel ressorte lors de la simulation. Donc, comment le gérer si on n'a pas réussi à l'anticiper? Ça, c'est la première chose. Et la deuxième question qui est en lien, c'est lorsque dans un groupe de participants, on a des liens hiérarchiques entre l'un et l'autre, un chef de service, un cadre, et qu'il ne respecte pas le contrat pédagogique avec une prise de position haute, prise de la parole et malveillance. Comment gérer ça? Alors, je suis désolé pour la question, c'est pas évident, mais toutes les questions tu peux sont bien, brièvement sont donner ton point de intéressantes. vue là-dessus? Merci. Alors, en amont, le maximum, de toute façon, on va l'avoir désamorcé idéalement au travers du pré-briefing de la session qui va normalement fixer le cadre de fonctionnement et d'échange. Si on sent des tensions ou si on en a observé au cours de la simulation, on peut être amené à rappeler ce contrat en début de débriefing, puisque le but, c'est quand même d'explorer et ce n'est pas de résoudre les conflits. Alors après, si un conflit survient, on va avoir deux distinctions à faire. Est-ce que c'est un conflit qui est antérieur et en fait qui est venu polluer notre session de simulation, ou c'est un conflit qui s'est déclenché, même sur un fond préexistant, mais qui s'est déclenché dans la simulation? Alors, il y a une nuance puisque le conflit, j'ai envie de dire, antérieur, moi personnellement, je n'estime pas avoir vocation à le solutionner, à l'explorer. Sauf si c'était une mission particulière, mais là, je n'ai jamais été sollicité pour ça et je ne suis pas sûr que je répondrai à ce genre de mission. Si c'est un conflit qui survient au cours de la simulation, on peut tout à fait l'explorer et surtout l'explorer au travers des conséquences. Et qu'est-ce qu'il advient de ce conflit? Quel va être l'impact pour le patient? Quel va être l'impact pour la dynamique d'équipe? Et amener les participants à réfléchir sur leur comportement. Et on n'est pas obligé d'être amis et de partir en week-end ou en vacances ensemble pour travailler en bon professionnel et savoir quand même communiquer. Et ça, il faut les amener à construire cette conclusion-là. Après, ça peut être complètement crispé. Si c'est crispé, les extrêmes, ça va être de dire, OK, je pense qu'on a besoin d'un break. Je vous propose qu'on prenne 2-3 minutes pour prendre un peu l'air, boire un verre d'eau, et puis on revient, voilà, pour faire descendre la pression. Et on voit si on reste sur cette thématique. La deuxième question du rapport hiérarchique autoritaire trop élevé, je pense qu'encore une fois, il faut être transparent et amener avec curiosité la discussion sur qu'est-ce que ce comportement d'avoir une position trop verticale qui n'autorise pas le feedback des participants, qu'est-ce que ça peut amener? Et donc, éventuellement, voir si nos participants dans des positions de subordination vont accepter ou pas d'intervenir et de commenter par rapport à ça, par rapport à leur ressenti, ce qui peut avoir un effet un peu défibrillateur sur notre leader qui ne sent pas sa position hiérarchique comme étant si dominante que ça, ou nous, on peut être amené à le dire, moi, mon ressenti, si j'étais comme ça, ce serait ça, si on est un peu extérieur à l'équipe. Alors, c'est effectivement différent si nous, on est dans la même équipe que le leader, où là, ça complexifie les choses. Donc là, c'est l'autre difficulté de débriefer ses pairs avec qui on travaille au quotidien ou de débriefer son propre leader. Alors, je peux détailler ça, mais je ne sais pas si le temps nous le permet. On ne va pas avoir trop le temps, Clément, et tu as Ok, déjà très bien. bien répondu aux questions, et je te remercie. Je vais maintenant redonner la parole à Guillaume pour les dernières questions issues du chat et Oui. de l'enquête pour Dominique. Merci Cédric. Oui, donc des questions aussi pour Dominique, toi qui es pilote, instructeur. Alors, il y avait une question qui était ressortie, c'est est-ce que quand tu es instructeur, tu fais encore des vols? Est-ce que tu es encore en activité ou pas? Est-ce que vous avez cette double casquette de instructeur-pilote ou seulement instructeur, vous passez carrément du côté de l'enseignement? Alors, la réponse est très simple, c'est oh que oui. C'est-à-dire que le pilote qui est cadre, il a l'obligation de valider sa licence de la même façon. La validation de la licence, eh bien, se fait en simulation. Le cadre d'ailleurs est souvent celui qui finalement fait trop de bureaux et fait pas assez de vols normaux, pas assez de simulations et parfois ça les rend beaucoup plus humbles et ce sont pas les meilleurs.
Ce ne sont pas les meilleurs, mais on le sait, mais c'est pas grave, on le travaille. J'ai reçu, moi, dans mon bureau, des cadres qui étaient à au ministère des Transports, qui faisaient partie de l'organisme de contrôle en vol, et qui est venu me voir en me disant, je me sens moins bon. Je me sens moins bon, je vole pas assez. Un, je le félicite d'être venu, et deux, on construit quelque chose en simulation. Mais il y a obligation, et puis de toute façon, on a une obligation dite d'expérience récente. Pour être instructeur contrôleur, il faut être d'abord pilote. Et on a obligation de faire 3 décollages, 3 atterrissages aux commandes d'un avion tous les 90 jours glissants. C'est une obligation, un règlement d'expérience récente, et un pilote cadre, très verticalement cadre, eh bien, est un pilote comme les autres, et il se fait contrôler et former comme les autres, et souvent ça le rend beaucoup plus humble qu'on ne le pense. D'accord, super. Deuxième question, Dominique. Bon, un débriefing difficile, en tant que formateur, c'est parfois un peu compliqué. On peut ressortir d'une session de simulation, et je dis bien en tant que formateur, en ayant vécu un débriefing difficile, et cela peut avoir un impact sur le formateur. Tu nous as dit dans ta présentation que ça pouvait arriver, hein, qu'il y ait des conflits entre instructeurs et apprenants pendant les sessions de simulation. Alors, comment vous faites en aéronautique pour gérer ça? Est-ce que vous faites des débriefings entre formateurs? Est-ce que vous avez des approches particulières, ou est-ce que vous revisualisez les débriefings? Est-ce que il y a des choses qui sont filmées? Est-ce que tu peux nous donner Oui. quelques éléments? Alors évidemment, les séances durent 3h30, donc on n'a pas, nous, l'outil vidéo, on ne l'utilise pas. On pourrait, je pense que techniquement on pourrait faire, mais on n'en a pas vraiment besoin. Il y a l'autre apprenant, le copilote ou le commandant de bord, ils sont deux, et souvent ce sont des facilitateurs de débriefing aussi. Les débriefings, est-ce qu'on peut uniformiser? Oui, il y a plusieurs outils à ça. Il y a d'abord le fait que les instructeurs sont contrôlés en contrôle pédagogique tous les 3 ans. Les contrôleurs sont contrôlés en tant que contrôleurs tous les 3 ans. Ce qui fait que dans un simulateur, il peut y avoir les deux pilotes, l'instructeur, et derrière l'instructeur, le contrôleur de l'instructeur, et qui lui ne dit rien. Il ne dit rien, il ne participe pas du tout au métier du formateur. De même pour les contrôleurs. Donc ça participe à la standardisation et au besoin d'échanger entre nous. Ensuite, il y a le guide des compétences, qui est un bon outil. Le fait qu'on se réunit régulièrement. Moi, j'ai participé à des équipes qui se réunissaient pour établir le programme de l'année prochaine au niveau des scénarios de simu, des exercices de simulateur, liés surtout aux expériences récentes, à ce qui est arrivé, les événements qui sont arrivés. On dépose ça à l'autorité, c'est validé par l'autorité, et ça fait réunir beaucoup d'instructeurs qui sont dans le groupe préparation du maintien de compétences de l'année suivante. Et enfin, il y a par exemple des outils comme des vidéos que l'on prend pour une situation particulière, une arrivée sur un terrain, avec quatre vidéos, une vidéo qui est notée standard plus, une vidéo notée standard, une vidéo notée insuffisant, de prestations insuffisantes, et une vidéo de prestations inaptes. Et là, ça permet d'échanger et de standardiser la notation. Donc, Ok. plein d'outils qui permettent de se voir ensemble et se servir de l'autre. Ok, bah écoute, merci Dominique. C'est vrai qu'il y a des choses qu'on fait déjà effectivement en santé. Il y a probablement des choses dont il faut encore qu'on s'inspire de l'aéronautique. Merci, je passe. Donc merci à tous. Là, on arrive à 20h, hein, bientôt, donc la fin de ce webinaire. Je passe la parole à Cédric qui a deux petits mots à nous dire. Alors oui, je reprends la parole pour vous parler donc de l'enquête à laquelle vous avez bien voulu répondre. On vous demande encore de répondre pour ceux qui ne l'ont pas fait. On vous a proposé la création d'une plateforme collaborative francophone qui permettrait de pouvoir mettre sur cette plateforme, donc qui serait pilotée par la Sofracims, des retours d'expérience par rapport à vos débriefings difficiles. Ils seraient analysés et vous pourriez ainsi avoir une aide et un retour. Donc, on peut remarquer que c'est un succès parce que quasiment 90%, un peu plus de 90% sont intéressés ou très intéressés. Donc, on va mettre ça en place et on reviendra vers vous avec Guillaume
on se permettra vraiment de réutiliser la mailing list, vu que vous étiez intéressé pour vous informer de la création et des modalités d'utilisation. Donc ça, c'était la première chose que je voulais vous dire. Enfin, avant de nous quitter, deux dernières choses. La première, c'est qu'on va vous demander de vous-même, vous êtes tous des formateurs, et vous savez que c'est important, les conclusions, le take-home message, et de le créer vous-même en utilisant WooClap. Donc, il y a 3 possibilités de vous connecter. Donc, ça va être sous forme de nuage de mots. La première, c'est de scanner le QR code qui apparaît à votre écran, ou d'aller sur wooclap.com et de taper les 6 lettres qui apparaissent à droite là, de l'exposé, ou encore aller dans le chat. Vous aurez le lien direct dans le chat pour pouvoir cliquer. Donc, on vous laisse quelques secondes pour pouvoir vous connecter. Et une fois que vous serez connecté, je vais lancer le questionnaire et vous aurez sur 1 ou 2 mots donné votre ressenti, les mots-clés par rapport à ce que vous venez de vivre. Je remets. On va maintenant aller voir la réponse. Donc, je vais faire afficher. Est-ce que vous pouvez me dire si c'est bon pour vous? On va commencer à afficher le nuage. On va commencer à vous permettre de pouvoir répondre à la question. Donc là, pour ceux qui sont connectés, vous avez encore les codes là, qui s'affichent en haut. Voilà. Donc, on peut déjà commencer à lire formation, anticipation, CRM. Alors, ça va être assez impressionnant parce que vous êtes encore à plus de 250 connectés, 239 exactement. Et on voit votre création en direct de la conclusion de ce webinaire des briefings difficiles. Et j'en profite pour remercier, donc, premièrement, la Sopra Sims et le comité pédagogique que nous représentons aujourd'hui avec Guillaume, l'ensemble des intervenants, des orateurs qui nous ont fait des présentations exceptionnelles de qualité, nos aides techniques, logistiques, donc Antonia, Bertrand et puis Bénédicte. Merci à tous. Et puis surtout, le plus important, c'est vous. On a vraiment été impressionnés, Guillaume et moi, par votre réactivité et votre enthousiasme que vous avez montré par rapport à notre idée que nous avons eue au comité pédagogique de la création de ce webinaire difficile. Donc, on laisse le nuage de mots et on voit que ce qui ressort en premier, vous pouvez le visualiser en même temps que moi, c'est bienveillance, anticipation pour éviter le débriefing difficile, le good judgment, préparation. On va vous laisser là encore quelques minutes pouvoir répondre à ce nuage de mots. Et très important, pour pouvoir valider là et recevoir les présentations et le replay de notre webinaire, il reste une dernière chose. Vous savez que c'est important, vous êtes tous formateurs, c'est le post-test. Donc, on va vous mettre, Bertrand va vous mettre dans le chat le lien sur le post-test de connaissance. Donc, il l'a mis. Et puis, moi, je vais vous l'afficher, le lien, pareil, sous forme de QR code. Et Bénédicte va vous envoyer un mail de manière concomitante. Comme ça, on attaque, vous voyez, sur tous les fronts pour que vous puissiez vraiment y répondre. Un mail avec le lien du post-test. Donc, voilà, je vais l'afficher tout de suite. C'est vraiment important. C'est important de répondre au post-test également pour que voilà, ce soit reconnu dans le cadre du DPC. Un élément, et je vois que professeur Dan Benamou nous suggère de prévoir peut-être un autre webinaire sur le même sujet, un niveau 2. C'est vrai qu'il y a beaucoup de questions. Là, on a vu que dans le chat, il y avait beaucoup de questions. On n'a pas pu répondre à toutes les questions et on en est désolé, mais bon, voilà, on a essayé en tout cas de couvrir le maximum de questions, de remarques et de ressentis qu'on a pu avoir au niveau de l'enquête qu'on a faite et qui est très intéressante avec des données qu'on utilisera bien évidemment pour peut-être écrire un petit article ou une lettre dans le comité pédagogie. On écrit des lettres régulièrement et on vous invite à aller sur le site de la Sopra Sims pour ça. Donc, effectivement, Antonia nous confirme qu'il y aura un bulletin pédagogique. N'hésitez pas à venir le consulter. On en fait régulièrement. Et donc, il y aura une thématique sur le débriefing difficile.
Et puis surtout, on pourrait laisser la parole à notre président, mais n'oubliez pas le prochain congrès de la Sofracims qui aura lieu au mois de juin à Brest. Tous les renseignements seront sur le site de la Sofracims. Donc, merci à tous. Guillaume, je pense qu'on peut… Ouais. on peut Merci à nos conclure. experts. Un grand merci à nos experts. Hein, Je vous applaudis. Dominique, Arix, Clément Buléon, Denis Henriot, merci infiniment. Merci à l'ensemble de la régie technique, Bertrand, d'avoir organisé, et Bénédicte d'avoir aussi facilité la création de ce webinaire. Et puis, bien évidemment, merci également à Antonia qui est en sous-marin là quelque part et qui dirige le comité pédagogie avec un super dynamisme et qui nous a permis aussi de monter ce webinaire. Donc ce webinaire sera visible en replay sur le site de la Sofracims. Merci beaucoup. Cédric, le mot de la fin. Eh bien, nous avons eu l'idée il y a quelques mois de le faire. Nous l'avons lancé. Je pense que c'est un succès et on reviendra vers vous parce que c'est quelque chose qui nous préoccupe et qui est très important dans notre vie à tous de formateurs. Donc, à très bientôt pour peut-être un prochain webinaire et au moins au congrès de la Sofracims en 2024.